chers amis de la radio La Voix du Peuple Libre, chers amis, nous allons poursuivre la lecture de notre document, comme je vous avais dit, qu'on a reçu du Congo en exclusivité. Donc, sur les quelques vérités sur la gestion du pétrole, les affaires de Mvunguti, du but et des explosions de la caserne de Mpila. C'est notre quatrième partie. Alors, sur notre quatrième partie, nous allons lire la partie sur l'enlèvement et l'assassinat de Marien Ngouabi. Dans la même période, au plan économique et financier, le pays connaissait de nombreuses difficultés. La production pétrolière baissait considérablement et le prix du baril était au plus bas. Les caisses de l'État étaient vides. Le pays, incapable de faire face à ses obligations financières intérieures et extérieures, devenait tributaire des organisations financières internationales. Des rapaces de certaines banques et officines de crédit qui enserraient le Congo dans un étau financier qui étouffait le fonctionnement de toutes les administrations. C'est alors que, le 10 octobre 1976, le président Marien Ngouabi, qui, à l'exemple du général de Gaulle, est toujours resté tout au long de l'exercice du pouvoir au grade de commandant qu'il avait en accédant au pouvoir, décide de relever la fiscalité sur le pétrole. Elf n'apprécie guère car cela pourrait donner des idées semblables à d'autres pays africains producteurs de pétrole. Or, la société française est le maître du pays. Dans une confession à l'hebdomadaire français L'Express, le 12 décembre 1996, le PDG d'Elf de l'époque, Loïc Le Floch-Préjean, a affirmé que dès la création du PCT, le 31 décembre 1969, le géant pétrolier français avait, dès cette époque, infiltré le PCT. Le Floch a en effet déclaré « Le Congo, bien que devenu quelque temps marxiste, reste toujours sous contrôle d'Elf ». L'hebdomadaire français ajoute « Le contrôleur local d'Elf, c'est Denis Sassou Nguesso ». Dès cette décision de relever la fiscalité pétrolière, le sort du président Marien Ngouabi était scellé. Sur instruction des services français, l'officier congolais Sassou Nguesso reçoit mission de service dont il était l'un des agents locaux de passer à l'action en sa qualité aussi de contrôleur d'Elf. Selon un témoignage public au cours d'une émission à la télévision béninoise en 2008, du commandant Ibrahima Koulibaly, couramment appelé IB de nationalité ivoirienne, la décision de l'élimination physique du commandant Marien Ngouabi fut arrêtée à Abidjan, sur instruction des services français par M. Houphouët-Boigny, en présence de Sassou Nguesso. Un Français, M. Jean-François Probst, le confirme dans son livre intitulé « Chirac, mon ami de 30 ans ». Il précise en effet que c'est la France, à travers les services de M. Foccart, qui avait donné l'ordre à Sassou de procéder à l'exécution du président Marien Ngouabi. Probst dit en effet « Personnellement, j'avais rencontré Jacques Foccart depuis 1977. Durant les 2 années qui ont précédé sa mort, j'avais pu constater que tout le monde venait lui rendre visite. Par contre, Jacques Foccart n'allait pas voir Denis Sassou Nguesso. C'était lui qui venait rue de Pony voir Foccart. » Jean-François Probst ajoute « À cette époque, Jacques Foccart m'avait confié pour mission de m'occuper de Denis Sassou Nguesso, le président du Congo-Brazzaville. » Probst précise dans quelles conditions l'entretien a eu lieu. « Est-ce que vous connaissez Sassou ?» m'avait demandé Foccart. J'avais connu le dictateur président
alors marxiste-léniniste, pur et dur, en 1982. Je lui avais rendu visite avec Jérôme Monod à propos de la gestion des eaux de Brazzaville. J'avais pris connaissance de son dossier au Quai d'Orsay. Sassou et ses amis avaient amené au pouvoir un premier président marxiste orthodoxe, Marien Ngouabi, en 1968. Quelques années plus tard, il avait éliminé. Selon le dossier du Quai d'Orsay, Sassou avait été l'exécutant. Car le sous-lieutenant Sassou, Denis, comme dit plus haut, avait été recruté en 1963 par les services français quand il était en formation à l'école d'application de l'infanterie de Saint-Mexan en France. Ainsi, le 18 mars 1977, vers 14h30, des sirènes s'émirent à sonner, transperçant le silence et le climat serein de la capitale. Rapidement, la cause des bruits des sirènes s'est répandue. Le lieutenant Motando venait d'attenter à la vie du président Marien Ngouabi. Des instructions furent données à des responsables politiques et administratifs pour diffuser l'information au niveau de tout le personnel en précisant bien le nom du lieutenant Yves Motando. Mais à ce moment-là, seuls quelques proches du pouvoir savaient que Marien Ngouabi ne vivait plus. Un jour après, par la voix du colonel Sassou Nguesso, ministre de la Défense, le peuple congolais, incrédule, apprit la fatidique nouvelle. Le commandant Marien Ngouabi est mort. Un comité militaire du parti était créé pour faire face à cette grave situation. Arrestation, exécution, sommaire et autres enlèvements, procès des boucs émissaires, provoquèrent dans le pays et dans le monde une véritable onde de choc. Sassou venait de gagner son pari. Personne dans l'opinion congolaise ne pouvait croire que le président Marien Ngouabi ait pu être assassiné en plein jour dans sa résidence située dans l'enceinte de l'état-major général des armées. Et c'est là à un moment où l'armée était en alerte maximum. Même la version suivante qui attribuait la mort de Marien Ngouabi à un commando dirigé par le capitaine Kikadji au minimum maintenait le doute. Car après les accusations portées contre le capitaine Motando, une nouvelle va faire état de l'implication d'individus originaires de la région du Poul dans cet assassinat. Dans les jours qui vont suivre, le cardinal Émile Gayenda, qui avait été parmi les dernières personnalités à avoir été reçu par le président Marien Ngouabi aux environs de 14 heures, sera enlevé, torturé à mort, traîné au sol avec une corde au cou par un véhicule 4x4 affecté par Sassou, puis assassiné le 20 mars 1977 sur la route nationale numéro 2 entre Djiri et Kintele, c'est-à-dire presque là où 5 ans plus tôt avait été conduit puis exécuté Franklin Bukaka. Le cardinal était considéré par la bande à Sassou comme témoin gênant et dire que le 5 juin 2015, le même Sassou a été autorisé par l'épiscopat congolais en contrepartie de combien de Ngiri de pénétrer dans le caveau du cardinal Gayenda, scandale suprême. L'ancien président Alphonse Massamba Deba, jugé nuitamment et condamné à la peine de mort en catimini par une cour martiale présidée par le colonel Moissi Poussou. D'autres personnalités syndicales et administratives seront également assassinées pour rien. Parmi elles, on peut citer le lieutenant Mboro, Kanza, Sissoulou, sergent Elou, Badzonza, Kourissa, etc. La dépouille du président Massamba Deba n'est toujours pas rendue à sa famille et au peuple congolais. Pascal Lissouba, finalement condamné,
à la perpétuité, avait bien échappé à la condamnation à la peine de mort grâce aux interventions énergiques et répétées du pape et du président Omar Bongo. Le comité militaire du parti, à ses débuts, disposait d'une commission chargée de l'ensemble des dispositions pratiques relatives aux obsèques et au protocole. Elle était présidée par le commandant Sassou Nguesso. C'est à ce titre que ce dernier assurait les affaires courantes de la présidence, recevait les délégations officielles ainsi que les chefs des États amis. C'est lui aussi qui présidait à toutes les cérémonies et prononçait le discours officiel des obsèques. Pour de nombreux Congolais, il était le mieux placé pour assumer les fonctions de chef de l'État. Mais à la grande surprise de tous, le comité militaire du parti décidait autrement s'agissant de la direction du comité militaire du parti et de l'État. C'est le général Yombi qui en devenait le président et qui, de surcroît, est président de la République. Le comité militaire du parti étant d'essence militaire, ses 11 membres, dont le porte-parole Florent Tiba, tous militaires, devaient se soumettre au sacro-saint principe qui privilégie l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé. La descente aux enfers du général Joachim Yombi Opango, un autre Kouyou, membre du comité militaire du parti, président de la République. Le général Joachim Yombi Opango ignorait que pour Sassou, lui aussi, comme Kouyou, est à battre. C'est ainsi que, non content de cette décision de la prééminence au comité militaire du parti, à laquelle il devait se soumettre, malgré lui, Sassou, numéro 2 du comité militaire du parti, chargé du suivi des organisations de masse, mettait sur pied un nouveau piège. Laisser fonctionner le général Yombi et le suivre à la loupe. Le piège devait se refermer sur celui qui occupait le fauteuil présidentiel. À partir des actions engagées depuis les organisations de masse, principalement l'UJC, l'Union de la jeunesse socialiste congolaise. Or, l'activisme de ces organisations ne préoccupait pas le président du CNP. Et c'est à partir de là que des campagnes totalement nocives à son encontre se menaient activement. Les faiblesses du nouveau président étaient étalées par des individus qui bénéficiaient du soutien indéfectueux du premier vice-président du CNP, Denis Sassou Nguesso. Puis voilà qu'après un an de pouvoir, le président Yombi, bloqué par une crise économique et financière, était rendu responsable des retards de salaire et des difficultés diverses. Son slogan « Vivre durement aujourd'hui pour vivre mieux demain » ne mobilisait pas. Des milieux politiques le disaient indigne de se proclamer digne continuateur du président Marien Ngouabi, malgré les actions déclarées comme l'expulsion massive des Ouest-Africains, la création des BCMM, l'interdiction de porter des Moussounia Bata, les signes à l'encre rouge sur des maisons à détruire le long des grandes avenues parce qu'elles de médiocre apparence. Le premier vice-président du comité militaire du parti, Sassou Nguesso, sous prétexte de redonner vie au pays, réussit alors à convaincre le président du comité militaire du parti, Joachim Yombi Opango, de l'intérêt pour eux de réhabiliter le comité central du Parti congolais du travail, alors mis en éveil par le président Marien Ngouabi dans sa célèbre déclaration du 12 décembre 1975, d'où était issu entre autres, l'état-major révolutionnaire spécial pour Sassou le CNP, institution du PCT, devait fonctionner selon les statuts du parti. Le président du comité militaire du parti, qui croyait certainement que cette réhabilitation du comité central devait aussi lui profiter. Lui, qui en avait été exclu pour inconséquence idéologique aggravée, soutint la proposition de Sassou. C'est même sous la signature du président du CNP que les convocations des membres du comité central furent expédiées. Le comité militaire du parti était né dans le sang du président Marien Ngouabi, du cardinal Émile Beyenda, du président Alphonse Massamba Deba, et de tant d'autres
victimes directes et indirectes, innocentes, militaires et civiles. Les Kikadji, les Dujinganga, les Mizele, les Bazonza, les Samba Diankumbi, les Kembisila, malgré le temps qui est passé et la promulgation de nombreuses constitutions, se sont innocents 1000 fois. Innocents, telle une malédiction a maudit la trajectoire de Sassou. Cette malédiction poursuivra le général Joachim Yumbi Opango tout au long de son court mandat. Arrestation, expulsion massive de l'Ouest africain, procès expéditifs et des morts, des complots inventés de toutes pièces, à l'exemple de celui où étaient impliqués de paisibles et brillants cadres congolais, tels Emmanuel Ndebeka, premier Congolais sorti de l'ENA France, et Alexis Gabou, remarquable et brillant juriste. C'était à ce propos et au dire de la déclaration de CMP le complot le plus grand que le Congo n'a jamais connu. Le général président imposera la discipline de fer au sein de l'administration d'un État délabré et Sassou a laissé faire pour mieux affaiblir son frère aîné. Au point où son renversement le 5 février 1979 a entraîné une bouffée d'air à de nombreux Congolais, le 14 mars 1979, Yumbi est arrêté sans motif véritable, accusé de déviation droitière, d'addiction au champagne et même d'avoir acquis un lit aux fonctions multiples, valant des millions de francs CFA, 17 millions avait-on avancé. Yumbi est placé en résidence surveillée à la cité de 17, au nord-ouest de Brazzaville. Il est exproprié de ses biens, notamment sa résidence de Mpila. En novembre 1984, après plus de 5 ans de détention sans jugement, il est libéré et se retire à Ouando. En juillet 1987, il est de nouveau arrêté. Il est reproché d'avoir fomenté le renversement de son successeur Sassou Nguesso en compagnie d'autres citoyens détenus Kouyou, dont Pierre Anga. La descente aux enfers de Yumbi trouve son origine toujours dans les manœuvres de Elf. C'est toujours Elf qui a fait le jeu, son agent Sassou n'ayant pas pris les rênes du pouvoir en 1977 à la mort de Marien Ngouabi. Le pétrole ne pouvait couler à flot, même simplement couler. Il a fallu attendre la chute du général Yumbi pour que ce qui n'avait pas été accompli par Elf sous Ngouabi et sous Yumbi remonte à la surface. Une fois acquise la certitude de la stabilité du pouvoir Sassou, elle va alors se lancer dans la mise en production de nouveaux gisements pétroliers au Congo. En 1981 avec Yanga et en 1982 avec Sandy. Comme le souligne Xavier Arret dans Afrique pillage à huis clos, la page 53, l'arrivée de Denis Sassou Nguesso au pouvoir coïncide avec le second choc pétrolier et le décollage de la production congolaise et les recettes pétrolières montent en flèche. D'où l'accroissement des recettes de l'État qui sous-entend le premier plan quinquennal de développement très ambitieux 1982-1986. C'est aussi à ce moment que Sassou amorce avec Elf la pompe à préfinancement. Le groupe pétrolier est assuré d'être remboursé puisque les prêts, comme le souligne Xavier Arret dans son livre précité, sont gagés sous les barils de pétrole encore enfouis qui se fait fort d'extraire. Mais pour Sassou, les éliminations physiques et politiques de Kouyou, Ngouabi et Yumbi n'ont pas atteint l'intégralité du but poursuivi. Il va s'attaquer à d'autres Kouyou encore. L'extermination du maquis du Konongo, de Pierre Anga et l'interdiction de la danse Ekongo. La naissance de divers courants au sein du CMP engendrait des contradictions qui devenaient antagonistes, principalement entre le premier vice-président du CMP Sassou Nguesso et le capitaine Pierre Anga, qui semblait incarner en son sein le courant Joachim Yumbi Opango. Le capitaine Pierre Anga accusait le premier vice-président de conspiration contre le président du CMP, spécialement
ces antagonismes qui devenaient récurrents polluaient le climat au sein de cette institution. Le document du capitaine Onga, lequel n'a pu obtenir le ministère de la Défense qu'il convoitait, met le feu au CMP et dans le pays. Il s'intitule ainsi « Ce qui nous divise et les moyens de conjurer une crise dans un processus révolutionnaire ». Pierre Onga y accuse le ministre de la Défense, Sassou, d'être au moins à l'origine des défaillances de la sécurité du président Gwabi au moment de son assassinat, sinon plus, et dénonce les manœuvres de Sassou tendant à saper l'autorité du président du comité militaire du parti. Pour mettre fin à ces antagonistes, le premier vice-président du CMP, Sassou Nguesso, exige et obtient la révocation du CMP du capitaine Pierre Onga. Une fois hors du CMP et retiré dans sa contrée d'origine, Ikonongo, dans le district de Owando, le capitaine Pierre Onga, reprenant sa liberté de parole et de pensée, démontait toutes les versions officielles sur la mort du président Marien Gwabi et de l'emprisonnement illégal du général Joachim Yombi Opango. Il continuait à rendre M. Sassou Nguesso responsable de la mort du président Marien Gwabi et de l'emprisonnement sans raison du général Joachim Yombi Opango. Il déclarait publiquement et parfois à des journalistes nationaux et même de la presse internationale que M. Sassou Nguesso voulait éliminer physiquement le général Joachim Yombi Opango, comme il avait fait pour Marien Gwabi, car Sassou a toujours voulu occuper le premier poste. Les déclarations du capitaine Onga portaient tellement dans l'opinion qu'elles influençaient négativement les relations entre les deux principales composantes des populations du district de Ouagadougou, les Kouyou et les Mboshi, et avaient de l'effet dans l'opinion nationale et internationale. Les déclarations du capitaine Pierre Onga portèrent tellement que des Mboshi, membres de la tribu du président Sassou Nguesso, vivant à Ouagadougou depuis des décennies, furent brutalisés par des éléments appartenant à la majorité de la population, les Kouyou, et Ténidan relève les présidents Gwabi et Yombi ainsi que Pierre Onga. Pour justifier son plan de liquidation physique du capitaine Onga Pierre, Sassou Nguesso décidait d'envoyer auprès du capitaine Pierre Onga des personnalités de différents milieux politiques, administratifs et ethniques, officiellement pour tenter de le ramener à l'ordre. Le capitaine Thomas Sankara, président du Faso Eco, légionnaire de Pierre Onga à Moscou, avait même proposé en vain à Sassou ses services dans le cadre des négociations de paix. Or, des impressions dégagées à l'issue de leur séjour auprès de Onga, des délégations auprès de ce dernier avaient dit autre chose à la tribune de la conférence nationale sur la raison d'être de ses missions auprès de Onga. En dépêchant à Owando des missions auprès de son ancien compère du comité militaire du parti, CMP, Sassou voulait simplement se donner des motifs pour éliminer ce dernier. Il fallait que ces missions puissent aboutir à la conclusion. Il n'y a rien à faire, Onga est irrécupérable. Or, à la tribune de la conférence nationale, des délégations qui avaient discuté avec Pierre Onga chez lui et cependant plus de 3 heures avaient soutenu que pour elle, tout pouvait rentrer dans l'ordre et que Onga était disposé à des négociations de paix. Il avait fait ses propositions au président Sassou et attendait le retour de ses délégations. Ces comptes rendus ont été bien répercutés à M. Sassou en personne dès le retour de ses délégations à Brazzaville. Ce dernier, au dire de ses délégations, entendu à la tribune de la conférence nationale, ne prit pas mot. Donc refusa de saisir la perche tendue par Onga Pierre pour une solution pacifique. Car, dans la tête de Sassou, l'anéantissement physique du prétendu maquis d'Ikonongo, village natal de Onga autour d'Owando, était arrêté. Il ne recherchait que le motif approprié car Onga en savait trop sur lui. Donc,
quelles conditions Onga s'est retrouvé reclus chez lui au village à partir de 1986? Les absences répétées de Sassou, alors président de l'OIA, ont facilité au dire du directeur général de la sécurité d'État, le colonel Emmanuel Ngolondele, des appétits du pouvoir chez certains officiers. Ce dernier en fait part à Sassou, et dès juillet 1986, Ngolondele fait procéder à l'arrestation des officiers. Ils sont déclarés proches de Yombi et Onga. Le premier convoqué à Brazzaville est de nouveau placé en résidence surveillance. Le premier convoqué à Brazzaville est de nouveau placé en résidence surveillée. Pierre Onga, pour sa part, réplique: « Je n'irai pas à Brazzaville. Plus jamais personne ne m'arrêtera. » Il reste donc dans son village d'origine, Ikonongo, pour échapper à la traque de l'armée de Sassou, conduite par le capitaine Konta. À Brazzaville, la sécurité d'État procède dès juillet 1987 à l'arrestation de nombreux cadres Kouyou, parmi lesquels Julien Atondi, Momondi, universitaire et libraire, colonel Jean-Michel Ebaka, Henri Eboundi, etc., tous accusés d'atteinte à la sécurité de l'État. Le 6 septembre 1987, un transal de l'armée française basé au Gabon et envoyé par le président français Jacques Chirac à la demande de Sassou débarque à Ouagadougou. Des commandos parachutistes français, tchadiens et autres. La demeure de Onga est alors rasée et il y a plus d'une soixantaine de morts, tandis que l'intéressé en bon connaisseur des lieux s'est volatilisé. La traque de Onga par les militaires de Sassou toute l'année suivante conclut par la découverte du lieu de refuge, son village natal Ikonongo. Elle est accompagnée de grandes brutalités sur les populations civiles exterminées et les villages rasés. 3 faits d'ailleurs pourraient confirmer cette volonté de rabaisser les Kouyou ou de nuire aux Kouyou par le clan Sassou. Pour mettre fin à un maquis constitué du capitaine Pierre Onga et de sa fille de 12 ans, Sassou Nguesso a donc mobilisé d'importantes forces militaires constituées de soldats nationaux renforcés, des contingents de mercenaires recrutés par la France-Afrique. Comme pour faire d'une pierre deux coups, Sassou a fait assassiner des centaines de Kouyou et a fait détruire des dizaines de villages historiques de cette contrée, autrefois célèbre, tant pour les travaux des ferronneries que pour la bravoure de ses habitants. L'anéantissement du maquis du capitaine Onga devait s'achever avec la liquidation physique de ce dernier. Le corps du capitaine Pierre Onga, criblé de balles, faisait l'objet d'une exposition macabre. Il était présenté tel un trophée, suivi d'une violente campagne médiatique contre les Kouyou jugés réfractaires au pouvoir de Sassou. Ils étaient présentés dans les médias comme opposés à l'avènement d'un Mboshi au pouvoir. Cerise sur le gâteau, si on peut dire, Sassou a interdit la célèbre danse des bravoures Kouyou, les Ekongo. Par ailleurs, le jeune Roger Massema, président de la commission assassinat de la conférence nationale souveraine, a été empoisonné par le clan Sassou pour avoir détenu des dossiers explosifs, dont celui des razzias à Ikonongo. Peu après, Massema a trouvé la mort à Paris en 1992 lors de son évacuation sanitaire, alors qu'il avait sur lui le dossier de la conférence nationale sur les assassinats pour lequel il était à la recherche d'un éditeur. Les autres massacres de Kouyou et des razzias des villages de Haut-Ouagadougou en 1997. Lorsque Sassou revient au Congo le 26 janvier 1997 après sa traversée du désert marquée par son exil politique en France, il sillonne diverses parties du territoire. L'escale de Ouagadougou donne lieu à un épisode dramatique le 10 mai, car avant l'arrivée de Sassou dans cette localité, après annonce menée tambour battant, le député du RDD de Ouagadougou, Jacques Okoko, avait décrété qu'il ne sera jamais question pour Sassou Mboshi d'être porté en Tupoy dans la ville de Marengwabi, assassiné par lui, et où d'ailleurs le PCT n'a jamais obtenu de siège de député.
La tension qui monte finit par la mort de militaires Kouyou abattus par la garde de Sassou Nguesso. Puis le 2 juin suivant, une douzaine de militaires Kouyou de la garde de Yumbi au Pango en partance pour Brazzaville afin de rejoindre leur chef et attaqués dans les environs d'Oyo et abattus par la milice privée, les Cobras de Sassou Nguesso dirigés par le lieutenant Pierre Aboya, qui a aussitôt après trouvé refuge à la résidence de Sassou Ampila à Brazzaville, après avoir abandonné les corps qui seront finalement ensevelis le soir par un commerçant ouest-africain. C'est l'incident recherché pour déclencher la guerre de 1997, car nous sommes à 99 jours de l'élection présidentielle et on s'est rendu compte que le général Sassou était dans un état de préparation très poussé avec de nombreux cobras et militaires en rupture dotés d'un armement lourd et neuf et encadrés par des officiers de l'armée régulière. En effet, au regard des résultats de la précédente élection 5 ans plus tôt, Lussuba 39%, Kolela 23%, Sassou 16%, alors qu'il est président de la République en fonction, Milongo 10%. Sassou ne peut en aucune façon gagner la présidentielle par la voie des urnes. Ensuite, la prise de contrôle par les militaires et les milices de Sassou de l'aéroport de Wando au début de cette guerre de 1997 a entraîné la commission de massacres par centaines des habitants de Wando et des villages entiers rasés par des unités conduites par des officiers Mboshi, Moko Hilaire, Ngakala Michel et entre autres. Le climat ainsi tendu avec aussi la recherche du fugitif Aboya au domicile d'Mpila de Sassou Nguesso par l'armée de Pascal Lussuba conduit droit à la guerre civile du 5 juin 1997 qui ramena Sassou au pouvoir avec le soutien massif de l'armée angolaise et de la France de Jacques Chirac. En nous fiant aux révélations faites par Jean Probst dans son livre intitulé Chirac, mon ami de 30 ans, nous n'avons nul doute que ce retour de Sassou au pouvoir a été soigneusement préparé après sa puissante défaite aux élections réellement démocratiques de 1992. Tout commence en France, à Paris, en 1995, quand Jacques Foccart, en parlant de Sassou, demande à Jean-François Probst « Est-ce que vous lui donnerez un coup de main ?» Jean-François Probst, longtemps très proche de Jacques Foccart et de Jacques Chirac, nous éclaire sur ce qui s'était passé réellement dans les préparatifs de la guerre de 1997 et durant l'exil de Sassou Nguesso en France. De 1993 à 1997, il dit dans son livre précité « En sommet, Jacques Foccart n'avait pas retiré sa confiance à Sassou. Au contraire, j'ai donc préparé son retour médiatique en janvier 1997. Nous avons réuni 1500 personnes dans un grand hôtel parisien. Au passage, j'ai transmis une lettre d'instruction de Jacques Foccart. La discrétion devait être totale. Chirac craignait que le président ne soit vexé. » Jean-François Probst précise encore « J'ai continué mon travail auprès de Sassou en organisant son retour au Congo. Les élections ont donné l'occasion du coup d'État. L'histoire officielle dit que le président Lussuba a engagé un char contre la villa de Sassou. En réalité, il s'agit d'une provocation montée de toutes pièces par la milice Cobra. Le président Lussuba et sa directrice de cabinet Claudie Mounari n'ont pas compris ce qui était en train de leur arriver. En juillet 1997, la guerre a commencé, les combats ont duré tout l'été, j'ai aidé le clan Sassou à revenir là-bas et je lui ai trouvé des armes au mois d'août 1997 à la demande de Pierre Auba. Il fallait trouver de l'artillerie, je n'ai jamais été marchand de canons, mais j'ai aiguillé Auba vers un spécialiste à Monaco. Et le président angolais José Eduardo Santos a aidé Sassou à donner le dernier coup de rein.
Jean-François Probst a-t-il eu de la reconnaissance en retour de la part de Sassou? Xavier Harel, dans le livre précité, répond ainsi. Jean-François Probst, un ancien chiracien, connaît bien Denis Sassou Nguesso. Il a contribué à son retour au pouvoir. Il a notamment aidé à se remettre en selle en vue de participer à l'élection présidentielle de juillet 1997, après le mandat catastrophique de Pascal Lissouba. Jean-François Probst, qui pensait que Sassou s'était converti au principe démocratique lors des années d'exil à Paris, a rapidement déchanté avant de couper les ponts avec le dictateur. Merci, nous sommes à la fin de cette 4e partie, chers amis de la radio de la voix du peuple libre, la radio de la résistance congolaise. Nous allons continuer notre 5e partie dans les prochaines émissions. Merci, restez connectés sur la radio de la voix du peuple libre, la radio de la résistance congolaise, sur www.lavoixdupeuplelibre.com, www.lavoixdupeuplelibre.com ou sur Facebook sur La Voix du Peuple Libre. Sur Facebook, vous pouvez nous écouter sur La Voix du Peuple Libre. La Voix du Peuple Libre, c'est notre page Facebook. Merci les amis de la radio de La Voix du Peuple Libre. Vous allez continuer à écouter ce document qui est très intéressant, qui vient du Congo Brazzaville et en exclusivité sur la radio de la Voix du Peuple Libre, la radio de la résistance congolaise. Merci, chers amis. Restez connectés 24 sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Merci.